Philosophie, l'émission de Blandine Kriégel consacrée à l'actualité des philosophes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Michel Foucault et la biopolitique au temps des épidémies. Avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue, sauriez-nous Alexandre, et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de l'Actualité juive. Donc nous écoutons le texte de Michel Foucault, un extrait de « Il faut défendre la société » sur la biopolitique au temps des épidémies. Pendant la seconde moitié du XVIIIe siècle, on voit apparaître une technologie de pouvoir non disciplinaire. Elle s'adresse non pas à l'homme-corps, mais à l'homme vivant, à l'homme-espèce, quelque chose que j'appellerais une biopolitique de l'espèce humaine. C'est à ce moment-là que l'on met en œuvre la mesure statistique avec les premières démographies, l'esquisse d'une politique nataliste. Il s'agit du problème de la morbidité, de ce qu'on pourrait appeler les endémies, c'est-à-dire la forme, la nature, l'extension, la durée, l'intensité des maladies régnantes dans une population. La maladie comme phénomène de population, c'est l'épidémie, la mort permanente qui glisse sur la vie, la ronge, la morbidité et non seulement la mortalité. Ces phénomènes-là qu'on commence à prendre en compte, qui amènent la mise en place d'une médecine qui va avoir maintenant la fonction majeure de l'hygiène publique, de coordination des soins médicaux, de centralisation de l'information. L'autre champ d'intervention de la biopolitique, les accidents, les infirmités, les anomalies diverses, va mettre en place non seulement des institutions d'assistance, mécanismes plus subtils, plus rationnels, d'assurance, d'épargne individuelle et collective, de sécurité. Enfin, dernier domaine, la prise en compte des relations entre l'espèce humaine, les êtres humains en tant qu'espèce, en tant qu'êtres vivants, et leur milieu. Ce sera essentiellement le problème de la ville avec la natalité, la morbidité, avec les incapacités biologiques diverses, avec les effets du milieu. La biopolitique a affaire à la population. La population comme problème politique, comme problème à la fois scientifique et politique, comme problème biologique et comme problème de pouvoir. Je crois qu'elle apparaît à ce moment-là. Michel Foucault, il faut défendre la société, cours donné au Collège de France en 1976. Merci beaucoup Alexis. Alors que nous dit Foucault ici dans ce texte et d'où vient-il? Alors je rappellerai brièvement que Foucault, à qui nous avons déjà consacré une émission sur ses grandes œuvres, est un des penseurs français les plus importants du XXe siècle et qu'il était normalien, élève de Jean Hippolyte. Il a soutenu sa thèse avec Georges Canguilhem et il a été professeur au Collège de France. Alors on peut dire que ses intérêts médicaux viennent de loin, même de très loin. Ses deux parents étaient médecins, l'un et l'autre, et il a écrit successivement l'histoire de la folie à l'âge classique en 1961 et la naissance de la clinique en 1963. Aussi, après s'être intéressé aux politiques disciplinaires, notamment dans Surveiller et punir, politique pénale, il s'est de nouveau tourné vers la politique de santé à la fin des années 70, la politique de santé au XVIIIe siècle. Ces réflexions biopolitiques sont issues des travaux qu'il a animés dans son séminaire, accompagné de jeunes chercheurs, et qui ont publié plusieurs ouvrages, la généalogie des équipements sanitaires, les machines à guérir, la politique de l'habitat. Et cette notion de biopolitique, bien qu'elle ait rencontré tout de suite un vif succès, eh bien, en vérité, a pris une moins grande place dans ses cours que dans ce séminaire. Que dit Foucault dans ce texte qui témoigne de son immense effort de connaissance médicale, résultat condensé de ses travaux? Premièrement, qu'avec la biopolitique, il apparaît une technologie du pouvoir non disciplinaire et oppressive, que son objet n'est plus la soumission, le contrôle et la discipline des individus, mais la régulation du vivant et le maintien de l'espèce. Beaucoup de commentateurs, d'ailleurs, y ont lu un tournant, une évolution dans sa conception du politique. Deuxièmement, de là en effet, n'est-ce pas, la mise en rapport de la connaissance médicale et du pouvoir. Le pouvoir va produire du savoir et de la norme, passer de la loi à la règle. Cette évolution débouche sur la mesure statistique de la natalité et de la mortalité, bref, sur la démographie, mais aussi avec le souci de la morbidité, n'est-ce pas, et l'objectif de santé, la coordination des soins, la centralisation de l'information. L'objet de nouveau, dit Foucault, de la politique est désormais la population et son état de santé.
Dès lors, la médecine est travaillée par la médicalisation, elle est transformée par l'hygiène publique, par l'attention donnée aux accidents, comme aux effets du milieu, l'espace urbain par exemple, l'hôpital. Et bref, après la médicalisation de l'hôpital et de l'habitat et de la ville, la biopolitique aboutira plus tard à l'assistance et à la sécurité sociale. Et donc le troisième et dernier point, c'est que la conséquence que l'on peut tirer est que l'on passe de la puissance du gouvernement disciplinaire à sa limitation libérale en raison de l'importance prise par la sécurité du vivant, la sûreté individuelle protégée dans l'état de police prendra la forme plus exactement d'une sécurité sociale liée à la politique. Alors, je vais me tourner vers vous, Alexandre, pour vous poser au fond deux premières questions. Première question, à votre avis, cette théorie du politique et de l'état de Foucault, que Foucault a consacrée, n'est-ce pas, cette biopolitique, eh bien, est-elle consonante avec ce que nous vivons et ce que nous savons ? Et au fond, premier point, est-ce que Foucault est passé de l'état disciplinaire aux idées de la biopolitique et de la gouvernementalité dans une évolution, au fond, complète, totale, ou non ? Deuxième question, il a fait, on le sait, des incursions dans des idées, au fond, nouvelles qu'il n'avait pas traitées avant, l'état de droit, ou qu'il a d'ailleurs lu à travers les juristes prussiens, mais aussi il a rappelé avec les traités de Westphalie qu'en Europe, à la fin du XVIIe siècle, enfin au milieu du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, eh bien, au fond, ce n'est plus l'Empire qui régnait, mais l'État. Mais pourtant, voilà ma deuxième question. Est-ce qu'il n'a pas gardé fondamentalement l'idée, au fond, nietzschéenne, d'un État qui est puissance et force, bref, une idée moniste de l'État, et même s'il a incliné vers la démocratie et le libéralisme, même s'il n'a jamais opposé la République à l'Empire, et il ne s'est pas intéressé au droit, même si, c'est ce que m'avait dit François Ewald, il envisageait de faire un séminaire sur le droit, sur l'histoire du droit, juste avant, évidemment, de disparaître. Finalement, Foucault au fond, a quitté la théorie de l'État pour l'idée de gouvernementalité et surtout du gouvernement de soi et pour une approche plus éthique que véritablement politique du problème du pouvoir. Alors, que nous dites-vous sur l'évolution de Foucault, Alexandre ? Bon, alors d'abord, il faut évidemment, en toute honnêteté, dire que cette évolution, je l'ai vécue pratiquement en temps réel puisque nous déjeunions à peu près, même tout à fait régulièrement, une fois par semaine, dans cette période que j'ai qui a duré environ 4 ans. Et j'ai donc bien connu cette évolution et je l'ai non seulement connue, mais je l'ai accompagnée avec enthousiasme parce que c'est un moment où il a rompu de manière assez radicale avec Deleuze. Il n'avait jamais accepté, appelons-le très simplement, l'antisémitisme militant et vibrant de Deleuze. Et au fond, de Deleuze et Tournier, car c'était en fait le couple fondateur de cette pensée. Et s'il admirait en Deleuze le véritable artiste qu'il a toujours été, oui, et il me l'a dit, il me dit, et nous sommes bas affrontés, nous avons parlé de cela. Il n'a jamais accepté cette radicalité anti-israélienne. Alors, non, c'est important parce que ça commence comme cela. Et bien entendu, au-delà, eh bien, il y avait chez Foucault une révolte profonde contre la répression. Il avait une révolte tout simplement qu'on va dire hugolienne. Il était contre justement tous ceux que la société avait désignés comme des gens infâmes, qui étaient donc les anormaux, les homosexuels, bien entendu. Enfin bref, toute cette partie de la société rejetée et maltraitée. Et sur ce point, ses positions étaient exactement alors sur les mêmes que celle de Jean-Paul Sartre. Il était du côté des opprimés, du côté des offensés, oui, de tous ceux qui avaient été rejetés. C'est pour ça qu'il a trouvé c'est la raison, un écho dans la jeunesse. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque on lui a dit qu'au fond son programme était celui de Victor Hugo, il a considéré que ça n'avait absolument rien d'ironique et qu'il se reconnaissait en effet dans cet humanitarisme de Victor Hugo. Alors maintenant, sa théorie du pouvoir. Alors sa théorie du pouvoir part de là. Mais elle évolue très très radicalement, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans l'idée d'un pouvoir seulement répressif, qui juge et qui condamne, qui discipline, et qui juge sans entendre. Non,
Il ne veut pas cela et il se dit non, ce n'est pas vrai. Au fond, et c'est exactement la même évolution que Braudel, il était plus attaché à la vérité qu'à sa propre pensée. Oui. Et il était capable, donc, je ne dirais pas de procéder par saut et à gambade, comme aurait dit Montaigne, mais au fond, à un moment donné, eh bien, de changer. Et ce changement, évidemment, c'est un changement qu'on va appeler à l'époque réformiste, c'est-à-dire que c'est une époque d'ailleurs où il s'est rapproché de la démocratie, du oui, libéralisme. il a pris position aussi pour la liberté de la Pologne d'une manière très radicale. Et tout cela, et en fait, il était devenu en désaccord avec cette radicalité deleuzienne. Et il me l'a dit, il était devenu un partisan d'une démocratisation de la société. Il voyait bien que dans la recherche justement médicale, celle qu'il avait tellement poignée et qui était tellement centrale dans sa vie, eh bien, il n'y avait pas que du surveiller et punir, il y avait aussi du guérir et du soigner. Il a conservé une conception moniste de l'État, il n'a jamais opposé la République à l'Empire. C'est ce point-là, je me permettrai de terminer par là, parce que c'est votre question la plus profonde. En même temps, il était moniste, c'est-à-dire qu'il pensait que derrière tout cela, il y avait quelque chose qui unifiait comme un point toute la société, c'était la force. La force nietzschéenne, ça, il était resté d'ailleurs nietzschéen, dans une discussion, nous en avons parlé aussi, très profondément. C'est-à-dire qu'il a été, alors là, votre modestie va en souffrir, mais il a lu, bien entendu, plume à la main votre livre. Il a été très impressionné pour ce que vous avez dit dans Les États et l'esclave, et c'est la vérité. Et il me le disait d'ailleurs sans affaîtrie ni tentative de me rallier. Mais il avait été... Mais précisément comme c'était Foucault, il avait tout lu, il avait beaucoup compris, mais il avait trouvé sa conclusion qui était opposée à la vôtre. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas dire qu'il y avait deux États, un État de droit qui, même sous l'Ancien Régime, avait commencé à satisfaire à des critères de justice et d'unanimité, et d'autres, au contraire, un État de force. Et il disait non, c'est un seul État. C'est toujours la puissance. C'est il passait de la guerre à la puissance. En ce sens, il était moniste et non dualiste. Il n'acceptait pas le dualisme. Moi, j'ai vis devant toi le bien et le mal, et je choisirai la vie. Ben non, il ne croyait pas qu'il y eût le bien et le mal déployés, même de manière complexe dans la société. Et malheureusement, si je me permets cette conclusion si triste, c'est que lui, comme mes amis les frères Bogdanov, il n'a pas choisi la vie. Merci, Alexandre, merci de ce témoignage. François Guéry, est-ce qu'on peut analyser en ces temps de pandémie mondiale, n'est-ce pas, les réactions auxquelles nous assistons comme des conséquences d'une certaine biopolitique et de ses impasses? Parce que je pose la question par rapport aux réactions que nous enregistrons tous. Il y a une division dans notre société entre une immense majorité de gens vaccinés, 90%, mais une minorité d'anti-vaccins, mais qui est violente, n'est-ce pas? De même, on assiste à une dépression, à des rancœurs, et même à des rumeurs qui rappellent au fond la grandeur, tout ce que Foucault nous avait fait décrire lorsque nous avions étudié avec lui l'épidémie de choléra morbus dans les années 1837. Alors, est-ce qu'au fond, il a bien décrit, n'est-ce pas, le rapport entre le pouvoir et la population en temps de pandémie, hier au temps du choléra, aujourd'hui au temps de la Covid? Alors oui, moi je répondrai un oui très catégorique. Par ailleurs, je voudrais juste signaler que tout ce que Alexandre vient d'expliquer, je l'ignorais. C'est intéressant, ça donne un éclairage renouvelé sur le dernier Foucault qu'on peut retrouver dans ses écrits quand même. Oui, absolument. Mais enfin, le tournant est évident. Alors, juste un point. Daniel Defer, qui a été quand même le témoin de tout cela, le dit avec une extrême exactitude, un scrupule et une honnêteté remarquables. Et il est rare parce que beaucoup de gens tirent un petit peu Foucault comme les reliques dont ils se servent un peu. Bien qu'il est mort intestin, il y a un déchirement, n'est-ce pas, sur son héritage. Mais par contre, Daniel Defer, lui, n'a jamais triché avec la vérité. D'accord. Alors, ce que je voudrais dire... Alors, François. Naturellement, le Covid n'est tout de même pas ni la peste ni le choléra qui a décimé presque toute la population. Parce que nous avons un vaccin. Oui. Pas non plus d'ailleurs comme la grippe espagnole qui a décimé encore plus que la guerre de 14 ou en tout cas autant en 18, 19, etc. C'est vrai. Mais il n'empêche que comme un État
a ses propres alarmes, si je puis dire, branchées sur des alarmes. Là, il y en a une, encombrement des hôpitaux, panique, crise du système global, si on veut, aussi bien les médecins de quartier débordés, les hôpitaux débordés, etc. Donc, il y a une espèce d'état d'urgence, et c'est ça qui me paraît intéressant. Un état d'urgence, parfaitement. Oui, parce que dans l'état d'urgence, Oui. on lève certaines, certains Liberté. droits, Oui. qu'ils soient individuels ou collectifs. Par exemple, on va limiter les réunions, qu'elles soient politiques, artistiques ou autres. Les rencontres. On va obliger, malgré tout, à porter un masque, etc. Donc à s'empoisonner la vie chacun au niveau mondial. Donc un État est bien obligé aussi de s'aligner, même s'il n'en avait pas envie, ce qui a été le cas au Brésil, etc. S'il n'en a pas envie, il finit quand même par céder. Donc état d'urgence. Alors, avec exception faite aux libertés habituelles, et moi, je voudrais comparer avec la guerre, puisque ça a été fait, ça a été dit, on est en guerre, etc. Oui. Dans la guerre, alors, il y a un intérêt national qui, non pas oblige, si je puis dire, à sauver les populations, mais oblige en fait à les risquer. Oui. Puisqu'on envoie au front, là, l'Europe a envoyé au front toute sa jeunesse en 14, etc. Là, c'est le contraire. On force les gens à se sauver. Ou on les force, ou en tout cas, pour garder leur vie. Les amène à se sauver, même s'ils n'en ont aucune envie. Donc il y a tout à fait autre chose. Oui. En cas de guerre, il y a la désertion, et les déserteurs peuvent être fusillés, etc. Là c'est le contraire. Ceux qui désertent la santé publique sont quand même tout de même sanctionnés et punis. Alors donc, il y a un intérêt national qui est en jeu dans la guerre, il y a un intérêt des populations, et c'est là que biopolitique, c'est quand même totalement civil, si on veut, bien sûr. Totalement civil. Et ça me fait quand même penser, là, on peut évoquer d'autres ancêtres Descartes, parce que la 6e partie du discours culmine dans la santé publique et une médecine efficace. C'est vrai que Descartes avait un grand intérêt pour la médecine, malgré... Bon. Alors, un mot aussi sur Platon. Non, François, je vais vous interrompre sur ce mot sur Platon. Parce que je vais laisser la parole à notre amie Marielle David, parce que Marielle avait déjà défendu avec une très belle énergie dans l'émission que nous avions consacrée à l'épidémie, il y a 2 ans, je crois, au fond, le savoir médical. Or, Marielle, au fond, voilà la question que je veux vous poser. Comment vous expliquez, au fond, ce retrait devant le savoir médical aujourd'hui, la mise en cause des laboratoires, on dit qu'ils veulent faire du profit, et bref, une espèce de grand-peur. Et c'est un contraste par rapport aux années 50. Venez vous asseoir, Alexis, que nous avons, mettez-vous là, que nous avons connu. C'est un contraste avec ces années-là. Comment vous expliquez, au fond, ce recul de la population ? D'une partie, ou des médias? Oui, enfin, je crois quand même que la majorité de la population s'est fait vacciner. Parfaitement. Bon. Alors, la question, au fond, c'est très difficile, parce que nous avons tous des amis qui refusent la vaccination. Non, moi je ne connais pas, pas d'amis qui ont refusé la vaccination. Ah ben si, Alexandre en connaît, les frères Ganop. Et moi, j'ai un ami, un ami écrivain, qui l'a refusé. Le résultat, c'est d'ailleurs dans les 2 cas qu'ils ont eu la maladie, mais l'un était jeune et ça lui sert de passe vaccinal, puisque l'ayant eu, il peut faire quand même ce qu'il veut. Et les autres, hélas, meurent. Là, beaucoup de gens qui refusent meurent. Bon. Alors, quelle est la nature, quelle est la raison de ce refus ? Une de mes patientes me dit un jour, j'allais me faire vacciner, mais puisque Macron a dit qu'il fallait le faire, je ne le ferai pas. Alors évidemment, je me suis mis dans une colère noire. J'ai entendu un chauffeur de taxi me dire exactement l'inverse. C'est que s'il avait obligé, si on avait mis l'obligation, je me serais fait vacciner. Mais puisqu'on ne l'a pas mise, alors je ne me fais pas vacciner. Oui, bon, enfin alors, bref. Donc tout ça, dans ces 2 types d'arguments, qu'est-ce qui est en cause ? Ce qui est en cause, c'est la question de l'un du pouvoir. De quoi ? De l'un du pouvoir. Oui. C'est-à-dire ce qui est refusé, c'est qu'il y en ait un qui dise il faut se faire vacciner. C'est ça, c'est une crainte, parfois c'est une crainte phobique. Je pense que c'est une crainte phobique que cet un du pouvoir est persécutant. Et donc tout ce qui a le pouvoir de nos jours, que ce soit un président, mais ça peut être aussi les laboratoires, parce qu'on sait bien que l'économie mène le monde de nos jours, tout le monde le sait.
Et c'est vrai que les laboratoires font de l'argent en faisant des médicaments. Je veux dire, ça, c'est certain. On peut pas le nier. Maintenant, c'est un immense progrès de pouvoir se faire soigner. Quand on voit des gens qui ont un cancer et qui, pendant 20 ans, grâce à des traitements très complexes, peuvent survivre et vivre relativement heureux, on voit que la médecine a fait des progrès inouïs. Mais à propos de ce vaccin, l'élément phobique perdure pour un Est-ce que certain vous nombre de diriez que gens. le bien-être, la volonté de bien-être l'emporte sur la volonté de rester en vie, n'est-ce pas? Le continuer comme par devant. Je crois pas. Je Non. crois que c'est plus persécutif que ça. C'est pas Oui. seulement pour bien-être, c'est parce que sinon on serait persécuté. Oui. C'est plus que ça. C'est Merci quasi beaucoup. délirant. Merci beaucoup. Alors, Alexis, donc nous interrogeons sur l'actualité, n'est-ce pas, de Foucault, de sa conception de la biopolitique, du rapport du pouvoir avec la santé de la population. Un rapport qui est quand même mis en cause aujourd'hui, n'est-ce pas? Qui est mis en cause à tort, selon la plupart d'entre nous, et à raison, selon la minorité qui l'attaque. Alors, et vous, qu'en pensez-vous? Alors, effectivement, si vous voulez, la critique récurrente dont vous avez parlé au cours de l'émission, je vais essayer de synthétiser le propos, la critique récurrente de la médecine comme étant un dispositif de surveillance et d'assujettissement, je crois très sincèrement, comme vous d'ailleurs, vous l'avez suggéré fortement, je crois que cette critique a vieilli. Je crois qu'elle n'est plus tout à fait up-to-date, elle n'est plus tout à fait adaptée aux enjeux du temps. Car effectivement, je rejoins le docteur David, dans cette pandémie, les médecins, et y compris le premier des médecins en France, le ministre de la Santé, sont animés par le désir de préserver la vie, j'allais dire de préserver la vie quoi qu'il en coûte. Il ne s'agit en aucun cas d'une démarche coercitive et autoritaire par nature. De contrôle, Il ne s'agit pas de ça. domination. Il ne s'agit pas de ça prioritairement. En revanche, une catégorie de la pensée de Foucault qui continue de nous interroger, de nous interpeller et peut-être aussi d'éclairer certains enjeux de notre époque, c'est la catégorie de biopouvoir qui est au cœur du texte que vous m'avez tout à l'heure, chère Blandine, fait lire. Alors, pourquoi elle est intéressante? Car il y a en revanche, et ce ne sont pas les médecins qui sont en cause, il y a en revanche la tentation de certains discours politiques de concevoir la politique d'abord comme la gestion de ce que Hannah Arendt en son temps, avant Michel Foucault, mais au fond c'est pareil, appelait l'État comme une immense industrie ménagère. Une immense industrie ménagère où chacun reste à sa place et où en quelque sorte l'État distribue les rôles au sein du biopouvoir. Donc ça en revanche ça fait question. Il y a même probablement aujourd'hui dans beaucoup d'exécutifs européens, on peut dire ça comme ça, ou occidentaux en règle générale, une tentation que Michel Foucault aurait questionnée s'il était là, Une tentation de quoi? de faire dégrader la politique, la gestion politique, le débat politique, la délibération politique en biopouvoir, c'est-à-dire précisément en gestion des populations. Mais ce n'est pas la faute des médecins, c'est plutôt une évolution structurelle de nos démocraties qui sont probablement de plus en plus fascinées par des modèles d'efficacité gestionnaire dont le néo-capitalisme autoritaire à la chinoise est une des expressions, j'allais dire, paroxystiques aujourd'hui. Oui, mais Alexis, c'est justement ce que nous ne faisons pas, puisque en fait, nous n'avons pas fait d'obligation vaccinale, nous avons confiné le moins possible les gens. Absolument. Justement, il y a une différence fondamentale entre les démocraties Évidemment. et les États autoritaires. Évidemment. Mais en revanche, en dépit de cette différence de nature, qui est essentielle, et vous avez raison de la rappeler au cours de cette émission, il y a des imitations, il y a des tentations d'imitation. Donc penser la différence des démocraties radicales vis-à-vis des régimes autoritaires et des régimes illibéraux n'interdit pas de remarquer qu'il y a aussi des processus imitatifs et une tentation qui se fait jour dans certains spectres de la vie politique française, de la vie politique européenne, de la vie politique américaine, d'imiter progressivement les modèles, on va dire, de gestion autoritaire des populations. Dernière question, pourquoi n'y a-t-il pas eu une politique de la part des intellectuels, de la part des hommes politiques, de défense, au fond, de la vie, de défense de la vaccination plus nette? Elle n'a pas eu lieu. Alors probablement, là j'ai vraiment 15 secondes parce qu'il faut rendre l'antenne, probablement le relativisme d'aujourd'hui qui fait que les grandes priorités de notre époque sont difficilement identifiables et les intellectuels ne s'acceptent pas, si vous voulez, des phénomènes massifs. Ils sont eux aussi pris, j'allais dire, dans le brouillard et dans les incertitudes d'une époque, donc peut-être à ce titre, pas forcément plus capables que les autres d'identifier les priorités. Bon, merci Alexis, c'est assez pessimiste, mais bon, merci en tout cas. Merci à vous tous.